Toc toc toc, un petit message avant de lancer l'épisode. Comme tu le sais peut-être, il y a quelques mois, j'ai lancé 2 nouveaux services spécialement pour toi, cher auditeur du podcast. Le premier, c'est le Starter Pack. C'est un cours en ligne ultra complet qui, à mon sens, regroupe tout ce que tu dois connaître quand tu vis avec un chien. Il t'aidera à poser ou reposer des bases solides avec ton chien et à voir la cohabitation sous un nouvel angle, plus juste et plus apaisé. Et le deuxième, c'est le Club des Explorateurs. C'est l'accès à ma communauté pour t'entourer de personnes qui vivent les mêmes questionnements et challenges canins que toi, qui veulent partager, échanger, progresser et se sentir soutenus. J'ai créé ces 2 projets pour te permettre d'aller plus loin que le podcast, pour te donner des outils concrets à mettre en place avec ton chien et pour t'aider, surtout, à tisser une relation équilibrée et durable avec lui. Jusqu'au 30 novembre, c'est les portes ouvertes chez La Niche Aventure et j'ai décidé de te donner un accès d'1 an à ces 2 services pour seulement 127 € avec un live en bonus qui aura lieu le 9 décembre prochain. Donc pour pas rater cette offre, tu peux retrouver le lien en barre d'infos de cet épisode et moi je te dis à très bientôt. Un chiot qui n'arrive pas à progresser par rapport à ça, ça soulève un peu la question du digestif. On a ce côté un peu, il est hyperactif, etc. Il y a le diagnostic existe comme ça, mais en fait, est-ce qu'il a pas juste mal au ventre ? On pense souvent éducation, excitation, mauvais comportement, mais parfois derrière un chiot qui mordit sans arrêt, un chien anxieux ou devenu irritable qui n'arrive pas à se poser le soir, eh bien il y a d'abord la santé. Aujourd'hui, je suis super heureuse de retrouver Anaïs Allard, consultante en comportement canin, spécialisée dans le lien entre douleur et comportement. On avait déjà enregistré ensemble un épisode il y a 2 ans sur la douleur et on revient aujourd'hui pour plonger dans un sujet hautement important et dont on parle pas mal en ce moment, le lien entre troubles digestifs et comportement canin. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous hebdomadaire ou presque pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anaïs. Salut Anaïs. Salut Claire. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté ma 2e invitation sur le podcast. Oui, avec plaisir. Je suis ravie de te retrouver 2 ans après. C'est trop chouette. Du coup, je mettrai en barre d'infos le lien vers le premier épisode qu'on avait fait sur la douleur, sur le lien entre douleur et comportement, qu'on avait enregistré il y a donc 2 ans ensemble. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on va aborder le sujet de la douleur spécifiquement digestive, plutôt sur les troubles digestifs liés au comportement. Donc, si jamais auditeurs qui nous écoutaient avaient envie de voir un peu l'introduction de cet épisode, la première partie en tout cas de cet épisode, je vous invite à aller écouter le premier. Est-ce que tu veux te représenter rapidement ? Oui, du coup, moi, je suis toujours consultante en comportement canin. Je suis, donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté le premier épisode, un peu plus spécialisée dans le rapport entre douleur et comportement, puisque c'est la majorité des gardiens et des chiens que je suis. Et du coup, moi, mon rôle, il est du coup d'accompagner les duos dans un apaisement global, dans la structuration aussi des différentes interventions, en fait, de quand prioriser le travail comportemental, jusqu'où on peut aller, quand est-ce qu'on a vraiment besoin du vétérinaire pour avancer et faire fonctionner toutes les différentes professions ensemble. Voilà. Yes, toi tu t'accordes beaucoup d'importance, je sais, l'équipe de professionnels qui entoure l'humain et son chien. Ouais. C'est hyper précieux, hyper intéressant comme manière que tu as de travailler. Et donc cette spécialisation n'est pas née de nulle part. Tu as été, je crois, bien inspirée par ton chien. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo, tu vois, sur ce que tu as traversé avec Pickles et puis peut-être nous donner un peu des nouvelles qui nous aiguillent un peu vers notre épisode du jour. Ouais, l'update. Ça tombe bien parce que du coup, ça va très bien coller aussi avec le sujet du moment. Donc du coup, pour ceux qui auraient déjà écouté l'autre épisode, qui en effet est intéressant à écouter peut-être avant puisqu'il parle plus globalement de douleur, de qu'est-ce que la douleur, comment elle impacte les comportements en général. Donc moi, je me suis intéressée à ce sujet-là en rapport vraiment avec Pickles, donc du coup que j'ai adopté à peu près à l'âge d'1 an, où du coup on a eu des difficultés au tout début quand il est arrivé au niveau comportemental pur, et dessus c'est vraiment greffé la pyroplasmose qui a tout fait exploser. Donc ça, c'était un peu la base. Après, donc on avait vraiment cherché beaucoup sur les douleurs ostéo-articulaires puisque la pyroplasmose s'était exprimée en polyarthrite.
Donc on avait eu beaucoup de boiteries, de choses comme ça. Entre-temps, alors la dernière fois, pour l'épisode de la dernière fois, on avait fait un scanner et ce qui en ressortait, c'est qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un syndrome de Vobler, donc une instabilité cervicale, donc un problème qui se voit en dynamique et pas forcément en imagerie, à moins que du coup il y ait vraiment des dégradations de la moelle épinière, à force que les vertèbres bougent entre elles et écrasent la moelle épinière. Donc là, c'était pas à ce stade-là, mais voilà, le neurologue avait dit peut-être que c'est ça, mais on le saura que plus tard. Donc on en était là, on en était dans ce fameux moment où c'est pas très cool parce qu'on peut pas trop savoir. Il faut quand même mettre des choses en place, il faut améliorer la qualité de vie. Et en même temps, c'est l'avenir qui nous dira la suite. Donc on en avait un peu pris de notre parti. On avait fait beaucoup de gestion environnementale, on avait aussi déménagé, enfin voilà, il y a plein de choses qui s'étaient mises en place, beaucoup d'apaisement global. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est aussi beaucoup plus stable dans notre vie de tous les jours. Donc pour lui, ça change plein de choses, comme ce qu'on dit dans nos accompagnements. On est pareil. Et du coup, ce qui leur sort, c'est qu'on a refait un scanner parce qu'en fait, il a eu un ganglion un peu inflammé au niveau d'une patte. Alors, on n'a pas su tout de suite si c'était un ganglion ou pas. On voulait aller vérifier ça et on voulait surtout aller vérifier pourquoi il y avait une inflammation au niveau de ce ganglion. Qu'est-ce que ça allait drainer comme inflammation dans la patte? Parce que c'était cette région-là du corps qui était concernée. Donc, on a repassé un scanner. On a profité pour vérifier les fameuses cervicales pour voir s'il y avait une évolution 2 ans après. Et j'ai demandé des clichés du train arrière aussi parce que je trouvais qu'il y avait une dégradation sur ses capacités à monter sur un canapé, enfin des choses comme ça. On avait déjà mis en place pas mal de choses par rapport à un possible Vobler, donc il sautait pas forcément dans la voiture, des choses comme ça, mais comme il est grand, les canapés, ça restait encore un entre-deux, et je trouvais qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient là, et il en est ressorti que du coup, il y a aussi une dysplasie, sans atteinte à la tête du fémur, donc du coup, qui est considérée en imagerie comme pas douloureuse. Au niveau clinique, c'est un peu plus, voilà, ça dépend des chiens. Et du coup, on a aussi fait une échographie entre-temps parce qu'il y avait pas mal de symptômes digestifs qui sont ressortis. Et par rapport au scanner, du coup, on a écarté le Vobler parce qu'il n'y a toujours pas de dégradation en fait au niveau des vertèbres. Par contre, on a trouvé une tendinite calcifiée au niveau d'un coude et donc du coup, ça pouvait tout à fait expliquer les cervicalgies du fait de toutes les compensations qu'ils pouvaient mettre en place, quoi. Donc c'est là où on voit que c'est hyper compliqué, c'est que nous on voit un symptôme mais en fait il faut aller remonter loin et des fois quand on ne sait pas où chercher on ne trouve pas tout de suite. Donc là il y a sûrement eu une tendinite à un moment, est-ce que c'était avant qu'on l'adopte, est-ce que c'était après, on ne saura jamais. Donc elle est là, elle va pas repartir cette tendinite, donc maintenant il faut la gérer et on s'est un peu plus attaqué aux problématiques digestives avec Pickles qui pour le coup impacte pas mal sa qualité de vie, moins là actuellement, mais on a eu des passages quand même difficiles avec pas mal de symptômes d'excitabilité, des difficultés de régulation émotionnelle, de choses qu'on peut mettre un peu sur tout type de douleur et qui finalement on se rend compte que peut-être ce serait plutôt le digestif qui chez lui a primé par moment. Voilà. Donc là on continue à détricoter encore les superpositions en fait, comme souvent. Ouais, comme souvent. Voilà les nouvelles. Ok, merci pour ces nouvelles. C'est, j'imagine, un cas d'école hyper intéressant pour toi. Alors, pas forcément facile à vivre, mais c'est vrai que ça appuie bien sur l'importance. Et c'était ma première question, tu vois, de revenir un peu sur l'importance de regarder le chien dans sa globalité. Je sais que c'est complètement dans ton approche, c'est aussi la mienne. Mais est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu pour toi? Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller voir à la fois le physique, l'émotionnel, l'environnement? Ça posera un peu le cadre de notre épisode d'aujourd'hui. Ouais, alors du coup sous ce côté douleur digestive du coup parce que c'est quand même, c'est le thème du jour. Le fait de voir l'ensemble c'est quand même intéressant, notamment parce que le début de vie a un impact vraiment important sur la constitution du microbiote. Et le microbiote c'est tout ce qui va permettre c'est un des éléments importants dans le rapport entre digestif et comportement. Et ce microbiote, il se met en place in utero déjà, donc quand les chiots ne sont pas encore nés, il y a déjà des choses qui se mettent en place sur la constitution du microbiote, mais aussi à la naissance par les muqueuses de la mère, lors de l'allaitement, quand ils ont aussi, en fonction du type de sevrage qu'ils vont avoir, ça va influencer la composition de leur microbiote,
le premier type de nourriture solide qu'ils vont avoir. Et après, tout l'environnement, les autres chiens qui sont présents dans l'environnement dans ces périodes-là, le sol, les lits et l'exposition globale à l'environnement. Donc tout ça, ça se joue chez l'éleveur ou chez le particulier qui fait naître des chiens. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément gérer, mais qui sont constitutifs d'une base du microbiote qui va derrière rendre le chien plus ou moins sensible à des affections, à des virus et à peut-être des déséquilibres qui vont impacter les comportements pour certains. Par exemple, le sevrage alimentaire tel qu'il se pratique à l'heure actuelle, qui est quand même relativement tôt pour pouvoir faire partir les chiots à 2 mois et demi, on sait que c'est pas forcément bénéfique pour le microbiote à l'heure actuelle, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aller voir, qu'il faut aller chercher, en fonction de comment le chien a grandi dans ses premières semaines de vie, il y a déjà des choses qui sont là et qui repartiront pas forcément. Et après, tout au long de la vie, évidemment, il y a le stress chronique dans la vie qui va compter aussi sur le confort digestif. Et puis, par stress chronique, on entend aussi si les besoins fondamentaux sont remplis, si le lien d'attachement avec le gardien ou la gardienne est sécurisé, tout ça. En fait, c'est des choses qu'il faut aller voir pour pouvoir faire du différentiel entre est-ce que c'est de la santé, est-ce que c'est du comportement. Donc, on est obligé un peu de tout voir pour tout comparer et essayer de mettre les curseurs au bon endroit. Et parce que tout est toujours un peu multifactoriel. Dans le global, on parle aussi d'émotionnel. Et là, on est dans... Là, c'est plus, on en avait parlé dans l'épisode d'avant, le côté pessimisme-optimisme. Autant le pessimisme, il peut augmenter la douleur, enfin le ressenti douloureux, que l'optimisme va le diminuer. Donc ça, c'est pareil, il faut aller le voir, le chercher. Et c'est un tout qui se fait. Parce que du coup, la santé, que ce soit digestif ou autre, c'est un filtre sur la base comportementale de chaque individu. Du coup, ça va être différent pour chaque individu. Donc, on est obligé de prendre la globalité. Il n'y a pas de mur entre santé et comportement, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai voulu qu'on refasse un épisode, tu me l'avais suggéré d'ailleurs très justement et j'y pensais en même temps, mais à faire un épisode spécifiquement sur les troubles digestifs parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pointu qui apparaît plus souvent, en tout cas qui est là plus souvent que ce qu'on le pense généralement, et qui est souvent un peu nos premiers indicateurs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer pour des problèmes d'éducation, de comportement, etc., qui sont en fait des symptômes digestifs. Et c'est vrai que j'avais envie d'appuyer là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de chiots. J'accompagne beaucoup de chiots, mais en proportion, il y a beaucoup de chiots qui ont des problèmes digestifs, en fait. Des choses plus ou moins graves. Des choses qui se traitent aussi des fois très, très bien, mais qui si on met pas le doigt dessus, en fait, peuvent se transformer et amener des vrais problèmes dans la relation, etc. Parce que tout est un petit peu plus difficile à gérer pour notre chiot et du coup à gérer pour nous aussi en tant qu'humains, quoi. Oui, complètement. Du coup, pour lancer un peu ce sujet, est-ce que je voulais revenir un peu sur le lien entre troubles digestifs et comportement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces deux systèmes, à la fois le système digestif et le système nerveux, sont liés, sont connectés chez le chien? Ouais, alors je vais essayer de faire ça en mode pas trop de technique pour pas que tout le monde parte en courant. Parce que du coup, alors oui, on parle souvent de... En fait, si on remet au centre la notion vraiment qui lie les deux, c'est le stress. Le stress, déjà, c'est important de préciser que c'est pas une émotion, mais que c'est bien un état physiologique. C'est le corps qui réagit, et notamment par l'activation de l'axe du stress, qui va être en partie dans le cerveau, et qui, lui, va déclencher le système nerveux. Et du coup, le système nerveux fonctionne en deux parties, en fait. Il y a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux, donc, il est contrôlé en partie par le cerveau, et ces deux divisions, elles vont servir, en fait, à modifier l'équilibre du corps. Là où le système sympathique, en fait, c'est l'adrénaline, en fait, il est là pour qu'on soit prêt à l'action, à la fuite ou au combat. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter le rythme cardiaque, c'est les bronches qui sont gonflées, c'est tout ça. Et en parallèle, le sujet qui nous intéresse, c'est qu'en fait, ça va mettre en attente toutes les fonctions qui ne sont pas nécessaires. Donc, quand notre vie est menacée, c'est pas le moment d'aller aux toilettes, quoi, clairement. Je pense que c'est un truc... voilà. Donc, du coup, on va avoir le système digestif, le tractus urinaire, et puis après, toutes les fonctions aussi génitales, forcément, qui sont mises de côté, qui sont mises en pause, en fait. Donc là, on a un impact direct sur le système digestif par rapport au stress. Et après, il y a le système parasympathique qui, lui, en fait, va agir sur à peu près tous les mêmes organes pour faire l'inverse et pour revenir à un état de repos. Mais qui va, du coup, à ce moment-là, remettre en marche le système digestif, entre autres.
Donc on a ce stress qui a vraiment un impact direct sur le digestif, et la problématique, c'est quand ça devient chronique. On sait que du coup, un stress chronique, ça va augmenter la sensibilité de l'axe du stress. Il y a une alarme qui va s'allumer plus rapidement, plus facilement. Et ça, on sait que ça a un impact clair sur la digestion. Et que ça va surtout amener des problématiques de dégradation du système digestif. Il y a la barrière digestive qui va s'affaiblir, qui va laisser passer les toxines, qui aussi va à terme accéder jusqu'au cerveau. En fait, il va y avoir des dégradations telles que le cerveau, du coup, est plus aussi protégé que ce qu'il devrait être, et que là, on a des dérégulations émotionnelles et comportementales qui peuvent se mettre en place. Si on résume un petit peu le fonctionnement global. Et du coup, dans le stress chronique, on peut mettre tout ce qui est surstimulation. Donc, tu parlais des chiots tout à l'heure. Les chiots qui sortent 1h30 dès leur arrivée tous les jours, ou même plus, parce qu'1h30, je suis gentille. Ça, c'est une forme de stress chronique parce qu'il y a trop d'informations, qu'ils les vivent bien ou pas bien, que c'est trop d'émotions fortes, trop de stimulation. Ça, c'est du stress chronique qui peut aussi impacter le microbiote, le fonctionnement du digestif, impacter les comportements. Donc, assez direct comme effet. Et après, il peut y avoir évidemment plein de liens indirects. Et là où ça commence à se gâter sur les liens après qui viennent en cascade, en fait, c'est quand on a une dysbiose, en fait. C'est quand ce microbiote qui fait partie de notre système digestif, qui est un organe à part entière et qui participe au bon fonctionnement du système digestif. Et ce microbiote, quand il est perturbé, qu'il n'a plus son équilibre, là, on va commencer à avoir vraiment des problématiques comportementales un peu plus qui vont se mettre en place, et aussi des problématiques de santé, puisqu'en fait, il y a le système immunitaire et le système nerveux derrière qui sont impactés. Parce que c'est vraiment les trois ensemble, microbiote, système immunitaire et système nerveux, qui sont en communication constante. On n'a pas vraiment tant d'études que ça chez le chien sur les altérations de l'humeur et le comportement. On est encore sur des phases de recherche et de compréhension. Chez l'humain, on en a un peu plus. On sait par exemple qu'on va avoir de plus fortes possibilités de développer de l'anxiété quand on a une dysbiose. On sait aussi que le microbiote n'est pas le même chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Tout ce qui est aussi les troubles de stress post-traumatique, on sait que le microbiote est impacté. Donc c'est vraiment dans les deux sens. L'anxiété impacte le microbiote et le microbiote impacte l'anxiété. Chez le chien, pour l'instant, on sait que le microbiote, il est plus similaire à celui de l'humain, le microbiote du chien, que à celui des souris ou du porc. Donc, du coup, on a quand même vraiment des parallèles qui sont en train de se faire, et des études qui sont en train d'être poussées, mais pour l'instant, on est encore vraiment au tout début. Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la modification du microbiote chez le chien, chez les chiens qui sont dits agressifs, donc qui vont plus facilement mettre à distance, présenter des comportements dits agressifs, on va avoir certaines bactéries dans le microbiote qui sont plus présentes. Et inversement, chez les chiens phobiques, c'est pareil. On sait qu'il y a certaines bactéries micro-organismes qui sont plus présents. Là où ça peut encore un peu se confondre et qu'on a besoin d'aller plus loin, c'est qu'il y a certaines agressions qui peuvent être liées à la peur. Et du coup, les deux peuvent se recouper. Donc là, voilà, c'est là où tout est un peu encore en cours, mais on sait qu'il y a un impact. Lesquels, on est encore un peu en train de trier, quoi. Ok. Et dans tous les cas, c'est lié à ce stress chronique. Ouais. Ok, donc d'où l'importance de regarder le chien dans sa globalité et voilà, de voir aussi. C'est vrai que nous, dans nos métiers de comportementaliste, c'est hyper important d'avoir un œil ouvert aussi sur ces questions-là, parce qu'en fait, très souvent, quand on gratte un peu, il y a quelque chose de l'ordre du physique. Il y a pas, tout n'est pas séparé. Je trouve que c'est hyper clair, j'imagine. Enfin, je te poserai la question des ressources à la fin de l'épisode, mais j'imagine que j'ai vu passer pas mal de trucs sur le microbiote, etc., qui ont l'air assez bien fichus. Je ne sais pas si tu auras des petites recommandations à nous mettre pour comprendre un peu plus tout ça, pour ceux qui veulent creuser peut-être la question. Trop cool, trop bien. Et si on prend les choses de manière un peu plus technique, du coup, le lien entre du coup système nerveux, système immunitaire et du coup microbiote, il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont en jeu dans tous ces liens-là, et notamment il y a la sérotonine qui est intéressante parce que on sait que à peu près 90% de la sérotonine totale du corps, elle est produite dans l'intestin. Donc on a des pistes de lien entre cette sérotonine et la santé mentale chez l'humain et la souris. Déjà, et notamment que, par exemple, il y a un faible taux de sérotonine va être corrélé à certains comportements indésirables de type agression. Donc, il y a ça qui est assez intéressant, et le fait aussi que on sait que la gréline, qui est une hormone qui est l'hormone de la faim, qui permet d'avoir cette sensation de faim, elle augmente
clairement, chez le chien, la prise de risque et les comportements impulsifs. Donc là aussi, en lien avec l'agression. D'accord. Voilà. Ok. Donc un chien qui a faim, c'est un chien qui va... c'est logique en même temps, pour survivre, quand on a faim, il faut tenter des choses pour régler la problématique. Parce que c'est ça, le corps, il est toujours là pour régler nos problèmes. Enfin, il met en place ses bienfaits, quoi. Il met en place tout ce qu'il faut pour survivre. Et là, on est vraiment dans ces modifications comportementales. Là, qui sont pas si inadaptées que ça, qui sont inadaptées à nos sociétés et à ce que ça donne dans l'environnement. Et comme tu disais, quand on prend les choses dans leur ensemble, mais qui au final ont une fonction qui est de trouver des solutions à cette fin. Et après, du coup, il y a la dopamine. Et là, on est sur tout ce qui est circuit de la récompense. C'est tout ce dont on parle quand on parle de renforcement positif, dans le fait de motiver des chiens, de créer des conséquences agréables qui vont renforcer des comportements. Du coup, là, tout ça, ça peut être aussi impacté par le digestif, puisque la dopamine est en jeu. C'est un neurotransmetteur qui est dans tous ces fonctionnements-là. Ok. Voilà. Très bien. Merci, c'est hyper complet. Ça a l'air complexe, mais c'est hyper intéressant de creuser tout ça. Du coup, peut-être pour traduire un petit peu ou pour rendre un peu plus concret ce topo général, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des types de troubles digestifs qui peuvent impacter le comportement? Donc, j'imagine qu'il y en a plein, mais selon toi, ça serait, quel type de troubles digestifs impacte le plus le comportement? Il n'y a pas... En soi, tous les troubles digestifs peuvent impacter le comportement parce qu'il y a toujours ce cercle vicieux entre le stress, l'inflammation qui s'auto-entretient, comme il y a le côté bidirectionnel. Mais comme on disait au début, comme c'est en fonction de l'individu, en fonction de ses compétences de vie, en fonction de comment il s'est construit, est-ce qu'il s'est construit tout court ou pas? Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un ado? Est-ce que c'est un adulte bien de ses pattes? Tout ça, c'est plutôt ça qui va définir quel impact on va avoir. Parce que des impacts, il y en a forcément. Comme on disait, quand il y a de la gréline, donc on a faim, donc on va avoir des comportements un peu plus de prise de risque. Ça, c'est pour tout le monde pareil, même nous. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai faim, je vais conduire un peu plus vite pour arriver au resto. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est ce qui se passe. En général, on va avoir tous les types d'affections peuvent rentrer là-dedans. On parle souvent de la giardiose, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on la retrouve beaucoup chez les chiots. Que souvent on la voit très tard, donc ça a beaucoup d'impact. La giardiose crée des dysbioses et va prédisposer le chien à tout ce qui est entéropathie inflammatoire chronique, qui est cette espèce de gros mot qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est un mélange d'interactions complexes entre de la génétique, donc ce fameux microbiote, et aussi le système immunitaire et tous les facteurs environnementaux. Après, les entéropathies, il en existe plein des différentes. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y en a qui se gèrent très bien avec de la nourriture, il y en a d'autres qui vont se gérer avec des modulations du microbiote, et il y en a d'autres qui vont répondre à des immunosuppresseurs. Voilà, récemment, il y a eu une classification de ces entéropathies qui montre aussi que c'est encore en cours on affine les choses en fait. On commence à les connaître de plus en plus, mais on est encore loin de vraiment bien savoir tout. En fait, quand un chien a un problème digestif, peu importe ce qu'il y a derrière comme pathologie, l'objectif c'est quand même de se recaler sur la qualité de vie du chien et des impacts que ça peut avoir sur sa vie quotidienne et la qualité de vie de ses humains. Donc c'est plutôt ça qu'on va aller chercher. Après, le type de pathologie, la giardiose, il y a des chiens qui sont porteurs, mais qui n'ont pas de symptômes. Il y a des chiens qui ont que des symptômes, principalement comportementaux avec la giardiose, et qui finalement vont pas forcément avoir tant de diarrhée que ça, ou il y en a qui vont avoir que des vomissements, pas de diarrhée, c'est plein de symptômes différents, mais on va plutôt aller chercher la qualité de vie et du coup pour rentrer dans une logique de diagnostic d'exclusion avec le corps vétérinaire. Ça, c'est vraiment pour exclure après toutes les causes, parce que c'est ça qui est difficile sur le digestif, c'est qu'il peut aussi y avoir des causes extra-digestives qui créent des symptômes digestifs. Mais le problème n'est pas dans les intestins forcément à l'origine. Oui. Il peut le devenir. Oui. Mais voilà. Et après, il y a tout ce qui est les parasites et les causes infectieuses aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc c'est très varié et après ça dépend de l'individu. Il y a des individus qui vont avoir des entéropathies chroniques et qui ne vont pas forcément avoir de problème comportemental au sens où nous, humains, on l'entend. C'est-à-dire que tout le monde va vivre ensemble sans problématique particulière. Ok. C'est hyper intéressant de revenir à cette notion de microbiote qui est impacté en fait par tout un tas de choses, tout un tas de facteurs. Pour ne citer que la giardiose
que je croise beaucoup trop souvent. À mon sens, effectivement, cet aspect pérenne, ou en tout cas qui laisse une marque, qui laisse une trace. Donc, c'est vrai que c'est important d'essayer d'y diagnostiquer, en tout cas le plus tôt possible dès qu'on commence à avoir des signes. Et à mon sens, c'est aussi là que se joue toute l'importance d'être bien suivi, de voir tous les signaux. C'était aussi l'importance de cet épisode, à mon sens, que de pouvoir sensibiliser à la question. C'est vrai que c'est difficile des fois, surtout quand c'est un premier chien, en fait, de voir les choses qui sont normales ou pas. Encore plus là, quand il ne s'agit pas de trucs qui sont très manifestes, hein, on va le voir. Mais d'ailleurs, ça recoupe avec ma question d'après. Je voulais te demander quels sont les signaux d'inconfort, tu vois, qu'on peut voir dans le comportement du chien, qui peuvent faire penser, voilà, à des problèmes éducatifs, problèmes comportementaux, et qui sont en fait plus des signaux d'inconfort qu'autre chose. Si on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, donc les chiots, vraiment le début de vie, on va avoir pas mal de problématiques On est sur ce fameux chiot turbulent qui a un niveau d'éveil très élevé, qui est toujours un peu à fond, et surtout en fait qui n'arrive pas à se poser, qui va se poser par épuisement et qui va repartir vraiment à fond et qui va être sur un niveau toujours d'éveil, d'excitation en fait permanent et avec évidemment du coup pas de capacité de régulation émotionnelle derrière, parce que gérer ses émotions quand on est à fond, personne n'y arrive. Donc du coup ça c'est vraiment des profils qui peuvent mettre la puce à l'oreille tout simplement déjà. Un chiot, ça monte fort, oui ça gère pas ses émotions, mais ça doit être capable de redescendre dans une certaine mesure, ou en tout cas d'avoir une progression par rapport à ça. Un chiot qui n'arrive pas à progresser par rapport à ça, ça soulève un peu la question du digestif. On a ce côté un peu il est hyperactif, etc. Il y a le diagnostic qui existe comme ça, mais en fait est-ce qu'il a pas juste mal au ventre? Et après, on a bien sûr la superposition des dents, des hormones, etc., qui peuvent un peu brouiller les pistes. Mais du coup, justement, en rapport avec les dents, on a le côté des comportements buccaux qui sont exacerbés chez les chiens souvent, alors pas tous, parce qu'il n'y a pas de généralité, on ne peut pas faire de généralité, mais il y a beaucoup de chiots qui vont énormément mastiquer, et même de chiens adultes, à tous les âges ça marche, des chiens qui ont des gros besoins masticatoires je le mets entre guillemets, on ne voit pas, mais il y a certains chiens où on va apaiser le digestif et on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de gros besoins masticatoires particulièrement. On est vraiment beaucoup sur de mordiments, par exemple. Oui, voilà, chez le chiot, on va avoir des mordiments où les chiots font mal, on n'arrive pas à s'arrêter, etc. Où c'est des piranhas. Enfin, on a vraiment ces étiquettes-là qui sont vite mises. Et chez le chien adulte, on va avoir du coup la couche éducative qui a été rajoutée quand même entre-temps, où le chien a réussi à comprendre que les mains, c'était peut-être pas ce qu'il fallait le mieux mordre, mais du coup, il va plus se reporter sur ce qu'on lui met à dispo. Il y a quand même eu des apprentissages qui sont faits, mais il reste avec des besoins masticatoires très élevés, et ça, c'est aussi quelque chose où à remettre en question parfois, quoi. Donc, on va avoir ce côté un peu zoomies, un peu excitabilité, les mordiments. On peut avoir aussi beaucoup de destruction, et notamment de difficultés aussi avec la séparation de besoins de support social. Et là, on peut aussi retrouver des comportements de recherche alimentaire sur ces moments-là, que le mordiment soit aussi un exutoire. En fait, c'est toujours des comportements normaux, naturels, qui font partie du répertoire de l'individu et de l'espèce, mais qui vont prendre des proportions trop importantes, quoi, et qui vont surtout revenir dans les moments de stress. Parce qu'on en revient à ça, c'est quand on a un chien qui a des problèmes digestifs, souvent, il y a certains éléments qui reviennent sur les moments de stress. Manger de l'herbe, détruire, vraiment tous les comportements buccaux qui vont ressortir sur ces moments-là. Ouais, tout manger dans la rue, par exemple, c'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup chez le jeune chien. Ouais. De manière générale, il y a des impacts chez le jeune chien et même chez le chien adulte sur l'appétit, ou des chiens qui picorent, qui sont difficiles. Là, on en revient aux étiquettes. Oh, il est difficile, c'est une princesse, il veut pas tout manger. Puis ça aussi, on a des fois sur certaines races, on part du principe que certaines races sont plus difficiles que d'autres ou des choses comme ça. Un chien qui trie, c'est quand même pas très normal, quoi. Enfin, un chien qui mange pas toute sa gamelle, qui mange plus toute la journée, même s'il est entier, oui, les hormones entrent en ligne de compte sur la satiété, mais c'est pas, faut pas le normaliser non plus. Un chien qui ne finit pas ses rations alors que c'est ses apports, le calcul des apports est bon et que vous êtes suivi par un nutritionniste, c'est pas normal. Enfin, c'est pas, voilà, il faut se poser les questions s'il n'y a pas d'autres petits éléments qui peuvent faire penser à une problématique digestive. Et puis après, l'appétit augmenté, les chiens qui sont gloutons, qui peuvent jamais s'arrêter, qui sont capables de manger un demi-paquet de croquettes s'ils tombent dessus, et s'ils l'ouvrent par leurs propres moyens, ça, c'est aussi des choses qui posent question. Et du coup, comme tu disais, les recherches dans la rue,
le pica, le fait de manger des choses qui ne sont pas consommables, que ce soit des éléments qui aient touché de la nourriture, mais aussi la coprophagie, le fait de manger des crottes. Les leurs, ceux de d'autres chiens, même les crottes de chat. En fait, manger des crottes, c'est normal pour les chiens. Ça fait partie de la domestication. Quand on dit qu'ils mangeaient nos déchets, c'était au sens large. Hein. Donc, c'est pas très glamour, mais c'est vrai. Et du coup, là, on va plutôt aller chercher, est-ce que le chien ne pense qu'à ça? Est-ce qu'il y a des jours où on ne peut pas faire une balade sans que le chien ne pense qu'à manger des crottes? Et du coup, c'est très énervant. Pour l'humain, c'est un peu ça qu'on va aller chercher. Si on a ce sentiment-là, on peut se dire que s'il y a certains jours où on n'en peut plus parce que notre chien n'a pensé qu'à ça, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une douleur digestive qui le pousse et qui fait qu'une fois de plus, on a l'intensité du comportement qui n'est pas normale. Quand c'est 3 crottes en passant, que le chien vérifie toujours les mêmes endroits parce qu'il a appris que là, il y en avait, voilà, ils sont pas bêtes. Il y a plein de chiens et plein de chats qui sont pas forcément nourris avec des croquettes de qualité et du coup, ça fait des super bonbons parce qu'il reste quand même encore beaucoup d'arômes, de choses comme ça dedans. Mais voilà, c'est l'intensité qu'on va aller chercher. Ouais. Et pareil, s'ils sont très intenses quand nous, on mange. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va souvent retrouver. Parce qu'en fait, c'est des chiens qui ont... Alors, on va vérifier qu'ils n'ont pas faim, évidemment. Oui. Mais il y a toujours un peu ce doute de cette espèce de fausse faim. Nous aussi, quand on a mal au ventre, des fois, on a besoin de se remplir l'estomac. Et que ça fait du bien sur le moment. Donc, on a des espèces de... Voilà, on ne sait pas si les chiens, ils ont ça. Mais on retrouve un peu ces mêmes types de comportements sur le terrain. Un fort éveil en présence de nourriture de manière générale. Pour eux ou pas pour eux. Ouais. Et évidemment, du coup, tout ce qui est protection de ressources en lien avec la gamelle, ça, c'est des choses aussi qui peuvent mettre la puce à l'oreille quand elles sont ajoutées à de la recherche de crottes en extérieur ou d'aliments en extérieur, quand le chien a l'air d'avoir tout le temps faim et de tout le temps vouloir se remplir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit, dans les deux sens, les excès en fait d'appétit, en moins ou en trop, sont à questionner et pas à se dire « Oh, il est comme ça ». Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres signaux comme ça qui doivent nous alerter, qui sont peut-être un peu plus spécifiques ou un petit peu moins liés à des comportements alimentaires purs et durs, tu vois, comme la recherche de nourriture, etc., qui doivent nous alerter? Ce qui peut paraître moins lié, en tout cas, moi sur le terrain, je le vois beaucoup, c'est tout ce qui est les difficultés à se poser le soir, la demande de contact, d'interaction, vraiment, cette difficulté à « c'est bon, je me couche, c'est la fin de journée ». Ça, vraiment, il y a des chiens qui peuvent être en demande sur des soirées entières auprès de leurs humains. Et ça, c'est assez... En général, le digestif, c'est intéressant d'aller voir. C'est lié souvent aux heures de repas, parce que en fonction de ce qui se passe dans le digestif, d'où viennent les douleurs exactement, c'est digestif haut ou digestif bas, on ne va pas avoir les mêmes heures où les symptômes vont arriver. Et donc ça peut jouer. Et il y a aussi les réveils la nuit. Les réveils la nuit, alors ça peut être aussi non spécifique parce qu'il y a des chiens qui ont des troubles ostéo-articulaires, de l'arthrose, des choses comme ça, qui ont du mal à se poser, qui du coup vont rebouger. Il y a aussi des vieux chiens qui ont ces symptômes-là. Donc voilà, c'est un peu toujours à remettre dans son ensemble avec des pros. Mais les réveils la nuit, le digestif, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est sûr. Et après, sur tout ce qui est très non spécifique, augmentation des peurs, avec des fortes capacités de généralisation. Des chiens qui ont peur sur un son une fois et puis qui après peuvent plus du tout entendre ce son-là. Une fatigabilité un peu importante. J'ai eu plusieurs suivis où il y avait des poils blancs, par exemple. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc ça, c'est lié au stress de la douleur. Et en tout cas, c'est ce que le vétérinaire a conclu. C'était signe qu'il y avait un stress pour l'organisme, en fait. Là, dans ce cas-là, il y avait une Missy qui a été... diagnostiqué ensuite et c'était du coup une situation où il y avait beaucoup de fatigue et un refus complet de sortir, beaucoup de sensibilité au bruit, d'hypervigilance, voilà, il y avait un peu tout ça en cascade derrière. On est sur que du non spécifique, mais associé au reste, du coup ça doit mettre la puce à l'oreille, quoi. Un chien qui a du mal à sortir en balade, qui commence à s'arrêter sur des choses où il s'arrêtait pas avant, ou qui a été toujours comme ça et qui en parallèle a du mal à se poser le soir, là on peut commencer à aller chercher dans le détail. Voilà. Ok, trop intéressant. Ouais, c'est pas évident, et effectivement toujours à regarder dans sa globalité. On reviendra après sur comment est-ce qu'on diagnostique ça, mais est-ce qu'il y a donc au-delà des signaux comportementaux, on va dire liés ou non à tout ça et auxquels il faut faire attention, est-ce qu'il y a des signes digestifs qui doivent aussi retenir notre attention particulièrement?
Ouais, il y en a plein. Déjà, il y a le système digestif haut et le système digestif bas. Si on résume un peu, on peut le résumer comme ça. Sur le système digestif haut, on va avoir plus tout ce qui est reflux, donc les bruits de bouche, le fait de bâiller en série, mais de manière inhabituelle, genre comme s'il y avait quelque chose qui gênait, quoi. Il y a toujours beaucoup de signaux d'apaisement dans tout ça, hein, parce que c'est l'apaisement de la difficulté liée à la douleur, à l'inconfort physique, etc. Il y a tout ce qui est étirement en prieur, vraiment avec les pattes avant qui sont envoyées vers l'avant et avec cette tentative d'étirer toute la partie abdominale. Pour les reflux, on va aussi avoir tout ce qui est parfois, s'il y a de l'irritation, on peut avoir de la toux, des choses comme ça, donc qui peuvent paraître un peu éloignées, mais c'est une fois de plus l'ensemble qui est intéressant à prendre. Et puis après, on va avoir aussi tout ce qui est regarder les étoiles, on appelle ça dans la littérature, c'est comme ça qu'ils le nomment. En gros, c'est les chiens qui étendent leur cou vers le haut et qui, pareil, essayent de tendre tout, comme ça, d'aligner avec leur dos quand ils sont assis. Ça, c'est des signes qui ont été documentés, comme le fait de chasser des mouches invisibles. Et après, du coup, on va avoir aussi tout ce qui est posture antalgique, la fameuse posture en S, qui est quand même un signe qui peut revenir régulièrement et qui est souvent un signe assez bas. Il y a plein de chiens qui n'ont pas de vomissement, on voit pas forcément trop les reflux, mais qui vont se mettre en S parce qu'ils ont mal à l'estomac et que c'est une posture antalgique pour eux. En S, c'est-à-dire? En fait, quand ils sont en sphinx, après ils basculent les hanches d'un côté et ils mettent la tête de l'autre. Donc du coup, la colonne vertébrale fait un S. Ok, d'accord. De la pointe de la queue jusqu'au museau, ça fait un S un petit peu. Quand ils sont couchés, du coup, ouais, ok. Ils vont un peu se laisser tomber de chaque côté, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça soulage les appuis probablement sur l'abdomen ou ça doit y avoir ces questions-là. Parce que souvent, les douleurs digestives, elles sont abdominales liées au ballonnement. En tout cas, c'est ce qui est pareil, c'est ce qui est défini. C'est dû au ballonnement, mais on a aussi tout ce qui est douleurs projetées et musculaires qui peuvent... parce qu'on a des chiens qui ont des spasmes aussi abdominaux. C'est des choses qu'on peut voir. Par rapport aux autres signaux, on va avoir aussi tout ce qui est au niveau digestif bas, les diarrhées, les flatulences. Un chien qui a des flatulences qui sentent pas bon, c'est pas normal. C'est vraiment pas quelque chose à banaliser non plus. Et dans la diarrhée, c'est toujours intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'une diarrhée pour chacun. Il existe des... Sur Internet, quand on cherche au niveau des selles des chiens, il y a différentes photos qui peuvent montrer en fait ce qu'est une selle bien formée pour un chien, ce qui est de l'ordre de la constipation ou de l'ordre de la diarrhée. Donc ça, c'est quand même intéressant quand on se pose des questions d'aller voir ça en tant que gardien pour un peu savoir se situer si on est bien, pas bien, quoi. Des selles en petites billes, on sait tous quand même, je pense que c'est pas normal, c'est pas des lapins, mais il y a plein d'intermédiaires où en fait il y a déjà de la constipation et des fois on peut un peu passer à côté ou en tout cas le minimiser et ça suffit des fois pour être significatif d'une problématique. Et c'est là où souvent on dit que il y a pas besoin de diarrhée pour qu'il y ait un problème digestif, comme il n'y a pas besoin de vomissement pour qu'il y ait un problème digestif. Il y a tout le reste derrière et en général la diarrhée et le vomissement c'est ce qu'on voit quand vraiment ça va pas, quand il y a une crise, quand il y a un vrai déclencheur. Mais après derrière il y a tout le fond chronique qui est toujours un peu là avec ces fameuses postures en S ou des chiens qui vont se coucher que d'un côté et pas de l'autre. Voilà, c'est un peu tout ça qui est intéressant à voir. Et puis après il y a les gargouillis, les rots après les repas qui sont... Alors c'est toujours une question de quantité et de... C'est pas parce que le chien rote 3 fois que ça y est, il va avoir une entéropathie. Non. Mais c'est l'accumulation de petites choses qui doit mettre la puce à l'oreille. C'est quand même important de ne pas les minimiser. Sans paniquer. Ouais. Alors, ok. Pas facile. Mais ça fait beaucoup de choses, mais... prendre le temps. Ouais, c'est ça, prendre le temps. Encore une fois, la collecte de données, on le répétera jamais assez, est hyper importante pour aller voir ça dans le détail et pour regarder ça de manière objective, surtout, sans panique, je pense. On voit bien qu'il y a effectivement énormément de signes, que ce soit du côté digestif ou comportementaux. Mais effectivement, je pense que ce qu'on aura bien compris, c'est qu'effectivement, c'est l'intensité, la fréquence avec lesquelles tous ces signaux apparaissent, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait la différence avec un souci éducatif, c'est qu'on a vraiment ce côté de variation entre des bonnes et des mauvaises périodes. Ça déjà, c'est pas très bon signe en général quand c'est répétitif. La giardiose, c'est ni plus ni moins que ça.
où on va avoir des périodes de diarrhée sur vraiment les symptômes les plus clairs. Et ça revient par salve, en fait. Et de manière générale, le digestif, souvent, c'est ça. On va avoir des crises qui se répètent. Donc, une fois, on se dit, bon, il y avait un virus, il y a eu quelque chose, voilà. Et puis, si ça se répète, là, on peut commencer à se dire que c'est chronique, en fait. Donc, il faut aller vérifier que soit il y a un parasite ou quelque chose qui vient lancer ces crises-là. Et du coup, oui, c'est après l'intensité des comportements et aussi le fait que ce soit des fois un peu soudain et qu'il n'y ait pas vraiment d'éléments à côté qui fassent dire qu'il y a un épisode traumatique ou quelque chose qui pourrait avoir déclenché en fait la situation. C'est de manière générale, une diarrhée n'est jamais que émotionnelle quand ça se répète par salve et que c'est des crises, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, oui, le stress va potentiellement jouer un rôle dans le déclenchement des crises, ça il faut le dire, mais c'est rarement que ça. Il y a des chiens qui sont en stress chronique, il n'y a qu'au bout d'un moment où il y a du digestif qui se met en place, mais ils ne vont pas tout de suite le manifester par du comportement. Après, au bout d'un moment, ça devient tout imbriqué et on s'en fiche de savoir qui est de la fou de la poule. Mais oui, voilà. c'est ça. Mais oui, il faut traiter les deux en même temps. Mais oui, on a vraiment tout ça qui à faire rentrer en ligne de compte, quoi. Ouais, ok. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, on arrive à des moments où on ne sait plus si c'est le stress qui crée des troubles digestifs ou si c'est qu'il y a un truc qui est là de manière chronique qui crée du stress. Enfin, voilà, et c'est vrai qu'on est souvent confronté à prendre les choses dans sa globalité et tout traiter un petit peu en même temps. Mais du coup, voilà, ouais, c'est toujours garder cette notion d'intensité, de ce qui sort de la normale, entre guillemets, qui doit, là, nous retenir notre attention, quoi. Ouais, et c'est ça qui est pas facile parce que comme tout est non spécifique, après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus tout cité, mais il y a aussi toutes les problématiques dermato, qui des fois, c'est hyper dur de savoir si c'est du dermato, s'il y a un lien avec du digestif, si c'est de l'apaisement, et donc du comportement pur, parce que ça peut. Et puis aussi à quel moment ça devient beaucoup plus compulsif, quoi. Donc, de manière générale, le manque de flexibilité dans les comportements, c'est quand même un red flag, quoi. Un révélateur, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, on n'a pas parlé non plus des allergies, etc., qui viennent se rajouter à ça. Oui. Des allergies alimentaires, par exemple, qui peuvent faire penser à tout ça et qui, voilà, une fois qu'on a mis le doigt dessus, en fait, finalement, on arrive à régler ça assez bien, mais encore faut-il arriver à mettre le doigt dessus. Ouais. Et puis encore, ce qui est compliqué avec les allergies, c'est que là, on sort, donc du coup là, c'est vraiment avec l'accompagnement en nutrition qu'on arrive à savoir ça. Mais il y a aussi beaucoup d'intolérance plus que d'allergie. Et ça, quand il y a de la dysbiose, tout n'est plus. Chaque micro-organisme a une fonction, donc il y a des choses qui sont moins bien tolérées, forcément en digestion. Donc, le système digestif est moins performant. Donc là, on rentre dans des cercles vicieux. Donc moins on attend, en fait, moins on va galérer à en sortir. Ça, c'est important à dire, que ce soit au niveau comportemental ou vétérinaire pur. On en revient à ce qu'on disait dans l'épisode sur la douleur en général. Elle devient chronique quand elle perdure, là, c'est pareil. Les troubles digestifs, les entéropathies, qui sont classées chroniques, c'est quand elles perdurent, quand les symptômes perdurent, en fait, plus de 5 semaines. Ok, trop intéressant. Du coup, si jamais on écoute ça, d'ailleurs, c'est mon cas, hein, là, avec tout ce que tu me dis, je suis en train de me dire, mais en fait, Charlie, il y a peut-être quelque chose au niveau digestif, tu vois. C'est quoi le réflexe qu'on doit avoir? Qu'est-ce qu'on cherche? À qui est-ce qu'on fait appel? C'est quoi un petit peu tes recommandations là-dedans, si on se sent un peu concerné par cette question? Déjà d'aller en parler avec, si vous avez un éducateur ou un comportementaliste qui vous suit, d'aller en parler avec lui ou elle pour un peu mettre en commun est-ce que là les conclusions que vous avez pu tirer, ou en tout cas les pistes qui sortent à l'écoute de cet épisode, et puis de voir avec lui ou elle qu'il en pense, comment ça se passe aussi par rapport au plan de travail qui est en place. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas tout testé ensemble, est-ce qu'il y a des doutes sur aussi l'efficacité de certaines choses. Voilà, ça serait vraiment intéressant, je pense. Et après, de lister les choses d'une manière la plus objective possible, tous ces petits symptômes-là, pour arriver chez votre vétérinaire avec quelque chose de clair, parce que sur le moment, déjà, on oublie la moitié, et aussi parce que
les vétérinaires, c'est vrai qu'ils ont souvent le digestif. Là, le problème, c'est que ça se voit au quotidien. Enfin, le chronique en général. Quand il n'y a pas de grosse crise de diarrhée, c'est des petites choses qui se voient au quotidien. Et ça, c'est intéressant de les accumuler, de les lister, sans faire une liste de 3 kilomètres de peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Non, je suis sûre que je vois 5 symptômes, 6 symptômes, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'aller faire une liste longue comme le bras que le veto va... Ou justement, des fois, si les vétos, ils sont là genre, oulala, du coup, il va falloir que je rassure cette personne-là parce qu'en fait, elle est stressée. Non, j'ai 3-4 choses qui me mettent la puce à l'oreille. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut voir comment aller chercher et explorer ça, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant et pas attendre d'être épuisé, quoi. Parce que ça, c'est important. Il y a une étude qui date d'il y a quelques années qui pointe bien que tout ce qui est entéropathie inflammatoire chronique, ça a un impact assez important sur, évidemment, la santé physique des chiens, sur leur état émotionnel, mais surtout, enfin aussi, sur la qualité de la relation entre les gardiens et gardiennes et leurs animaux, quoi. Parce que, évidemment, comme on disait, typiquement, les crottes de chat à toutes les balades, le côté zoomies, redirection, toutes ces choses-là de niveau d'éveil très élevé, de difficulté à se poser tous les soirs, ça peut épuiser en fait très vite et ça peut dégrader votre relation avec votre chien. Donc il ne faut pas attendre d'être sûr. Voilà. Ouais. Même si des fois on se retrouve à avoir des difficultés à être pris en charge, c'est ça aussi. C'est qu'à partir du moment où on en parle, on ne va pas forcément être pris en charge tout de suite parce que il faut le temps que toutes les briques se mettent en place, de trouver aussi les bons pros, etc. Et que ça va être aussi tout ça de la charge mentale, donc il ne faut pas attendre d'être épuisé pour y aller, quoi. Ça, c'est important. Sans rentrer dans l'aspect véritablement vétérinaire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des manières de diagnostiquer, tu vois, des problématiques digestives chroniques ou non, hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, souvent on pense à l'analyse de sel, etc., peut-être aux prises de sang. C'est quoi les examens auxquels il faut se préparer en fait? Déjà, le digestif, c'est que du non spécifique au niveau des symptômes. Donc, c'est ça qui est hyper dur pour les vétérinaires. Quand nous, on arrive avec notre liste, qu'on est sûr, etc., que c'est du 1, eux, ils se disent attends, il faut que j'écarte quelques pistes parce qu'il y a toutes les pistes extra-digestives. Donc, déjà, là, c'est une anamnèse. Il y a donc de l'historique. Ils vont vous poser plein de questions avec pas mal d'historique. D'aller chercher aussi, tout simplement faire un bilan sanguin. En fait, eux, ils vont chercher des signes d'appel qui vont permettre de partir dans une direction ou dans une autre. Et après, ce qu'ils vont aussi réfléchir, c'est la balance bénéfice-risque des différents examens. Vraiment, chaque cas est différent et encore plus en digestif. C'est vraiment que du cas par cas digestif et c'est ça qui est très frustrant, c'est que ce qui va marcher pour les uns ne va pas marcher pour les autres. Chaque cas va être différent. Des fois, il y a des intolérances, des fois pas. Des fois, il y a une allergie, mais pas les 3 quarts du temps, pas forcément. Certaines alimentations vont convenir, d'autres pas. Donc, du coup, quand le vétérinaire cherche à poser un diagnostic, il va faire de l'exclusion. Donc, il va chercher déjà à diriger sur tout ce qui est alimentation, sur de l'hyperdigestible, des choses comme ça, à vous faire accompagner par un nutritionniste si lui, il n'est pas formé, ou vous pouvez y aller aussi en tant que gardien directement, pour essayer déjà de vérifier si le chien a tous les apports qu'il faut, en fait, d'exclure la faim. Après, il va y avoir tous les recherches de parasites pour exclure ça aussi. Le bilan biochimique qui permet d'extraire aussi tout problème autre. Enfin, il y a aussi la partie hormonale. Il y a pas mal de problématiques hormonales avec Addison, etc., qui peut se répercuter sur le digestif. La leishmaniose, il y a des symptômes digestifs. Donc voilà, il y a plein de choses possibles. Donc c'est vraiment que de l'exclusion. Il faut s'attendre à être un peu frustré, à avoir souvent des examens qui reviennent avec pas forcément grand-chose parce qu'on commence par le moins invasif et on va vers le plus invasif. Donc ça, c'est important, je crois, à dire, parce que souvent, il y a plein d'incompréhensions sur les prises en charge vétérinaires où les gens, ils sont frustrés de ne pas savoir. Et puis, du coup, si on s'y prend un peu tard, du coup, on n'en peut plus. Donc, on veut des réponses rapidement. Et c'est là où ça peut coincer, en fait. Parce que il y a l'échographie, il y a l'endoscopie, mais faire une endoscopie, c'est invasif. On ne fait pas une endoscopie si on n'a pas des doutes fondés. Donc, on va avant réfléchir à l'échographie, etc. Et ça, c'est à remettre aussi dans l'ensemble de tous les symptômes et est-ce que ça vaut le coup d'y aller et là de se dire ouais, il y a quand même suffisamment de faisceau d'indices qui dit que bon, voilà. Et surtout l'alimentation. Okay. L'alimentation, tous les vétérinaires commenceront par vous emmener vers une révision un peu de l'alimentation, de vérifier si c'est adapté, si c'est supporté, etc. Et de pouvoir, parce qu'aussi, eux, ils cherchent à faire du différentiel. Est-ce que quand je mets sous de l'hypoallergénique ou de l'hyperdigestible, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Enfin, voilà.
Donc, Ouais. il n'y a pas de ligne droite, mais par contre, c'est un diagnostic d'exclusion. Ok. Ça, c'est important à Oui, savoir. parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir tendance à dire bon, bah, on va changer de croquette et puis tout ira bien. Mm. Est-ce que forcément on change l'alimentation ou pas? Est-ce que c'est bien de faire ces tests-là ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense qu'il faut se méfier de nous-mêmes. Déjà, de vouloir être un peu trop autonome sur des choses qui paraissent simples, mais qui sont en fait super compliquées. L'alimentation, c'est super compliqué parce qu'il y a le rapport entre le bol alimentaire, donc la satiété, et puis les apports énergétiques. Déjà, rien que ça. Moi, je ne suis pas formée en nutrition en soi, donc je ne suis pas capable de rééquilibrer ça, déjà. Rien que ça, en fait. Et après, du coup, les croquettes vétérinaires, elles sont développées, c'est des outils qui ont à chaque fois des fonctions qui ont été développées de manière précise. Voilà, il n'y a qu'un nutritionniste qui peut nous aider. Et par rapport à ça, c'est hyper important aussi de préciser que chaque changement alimentaire est un effort pour le système digestif. Si on fait trop de changements alimentaires, on peut fragiliser le système digestif à force. On n'en a pas trop parlé, mais en fait, il y a aussi, dans le rapport entre prise en charge vétérinaire et prise en charge comportementale, il y a quelque chose qui se passe au centre là, c'est les comportements alimentaires. Enfin, si on en a parlé, mais un chien qui va associer sa gamelle à de l'inconfort va arrêter de manger. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Et ça, du coup, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on change l'alimentation. Il y a des gens qui se retrouvent obligés de changer l'alimentation tous les mois pour que leur chien mange parce que quand même, faut pas que le chien perde trop d'état. Ça, c'est aussi quelque chose que le vétérinaire va regarder. Est-ce que j'ai le temps de faire des examens un peu moins invasifs parce que le chien n'a pas perdu d'état, ou est-ce qu'il a perdu de l'état et donc il faut aller un peu plus vite? C'est tout ça qui regarde. Et en fait, sur des chiens qui associent la nourriture à la douleur, qui arrêtent de manger, il y a la prise en charge nutritionnelle, il y a la partie comportementale sur comprendre quel type de nourriture est associé à la douleur. Est-ce que c'est des croquettes? Et les nutritionnistes, ils se servent de toutes ces informations-là pour comprendre aussi vers quoi se diriger. Donc, il y a un peu tout ça à prendre en compte sur changer l'alimentation du chien. Donc, c'est quand même très complexe, plus complexe qu'il n'y paraît que juste changer de croquette pour voir s'il y en a une autre qui correspond mieux parce qu'il y a une allergie. Souvent, c'est un peu à ça qu'on résume le truc, mais c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, là, il faut vraiment se faire accompagner par l'équipe qui va bien, quoi. Donc, autant le vétérinaire généraliste qu'un vétérinaire formé en nutrition et surtout en nutrition associée à des pathologies, si vraiment on commence à se diriger vers un diagnostic ou en tout cas qu'on est dans cette démarche-là. Et après, il y a aussi donc le vétérinaire généraliste, il accompagne jusqu'à un certain point, comme sur toutes les pathologies. Et après, on peut très bien aussi se tourner vers un vétérinaire interniste, donc qui est spécialisé plus en gastro-entérologie. Où là, vraiment, on va rentrer dans un deuxième niveau d'accompagnement avec toujours le vétérinaire qui est là en chef d'orchestre, le généraliste, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Okay. C'est vraiment un triptyque qui est plus que nécessaire quand on cherche à comprendre ce qui se passe. En plus du comportementaliste. Okay. Trop intéressant. Qui est là pour aider pour le stress chronique, quoi. Parce que, comme on en a parlé, tout est lié. Tout est lié. Ok, trop intéressant. Donc on voit qu'il y a des choses à mettre en place. Et effectivement, quand tu parlais de diagnostic, enfin en tout cas de recherche, d'analyse à faire, c'est vrai que des fois, c'est un point sur lequel je voudrais appuyer, c'est que, comme tu le disais, du coup, souvent on revient avec des tests qui sont pas mauvais, en fait, qui ne révèlent pas de diagnostic. Et donc on a envie de s'arrêter là, de dire ok, c'est bon, tout va bien, on a fait une prise de sang et tout va bien. C'était déjà parfois des fois très, très contraignant d'aller faire une prise de sang sur son chien parce que c'est pas un examen lambda auquel ils sont vraiment très habitués. Et du coup, on s'arrête là, mais en même temps, on n'a pas vraiment résolu le truc, mais on l'a un peu classé comme ok, ça c'est fait. Donc je vais revenir aussi sur l'importance de continuer d'investiguer, en fait, quitte à prendre d'autres avis, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, en fait, de savoir quoi chercher. C'est pas des choses qu'on fait seul, en fait, dans tous les cas. Non, personne peut remplacer un vétérinaire. Personne peut, même en tant que comportementaliste, s'il n'y a pas de prise en charge, comme on disait, sur le lien digestif et comportement, il faut qu'il y ait, comme c'est un cercle vicieux, il faut qu'il y ait une prise en charge systématique des deux côtés. Même s'il n'y a pas de problématique de fond finalement, que du coup on arrive à mettre, que la fameuse entéropathie chronique, elle arrive à être mise sous contrôle avec l'alimentation, que nous, en tant que comportementaliste, on baisse le seuil de
de stress chronique au quotidien et que du coup on vient travailler l'apaisement général, il y a des fois ça peut aussi juste se régler comme ça, mais on a besoin des deux. Donc c'est sûr que nous, s'il n'y a pas de vétérinaire à côté qui prend en charge, on peut pas le remplacer, c'est pas possible. Et après, par rapport à ce que tu disais sur le fait que des fois on a envie de s'arrêter, ça c'est un peu propre à chacun. Et là, c'est la qualité de vie de tout ce qui est à remettre dans la balance, quoi. Est-ce qu'il y a une problématique comportementale associée? Est-ce qu'il y a du stress au quotidien? Est-ce qu'il y a des gros impacts de ce côté digestif? Je ne sais plus si j'ai terminé ce que je disais tout à l'heure, mais Pic, pour l'instant, il ne fait pas d'endoscopie parce que moi, j'arrive à lui maintenir une qualité de vie correcte de par notre environnement, ma routine, etc. Donc, ce qui est très personnel. Et puis lui, par rapport à ses besoins et à ses seuils de tolérance, et que pour l'instant, on est en train de chercher un équilibre alimentaire tout doucement justement, et qu'en même temps, j'ai choisi de prioriser d'autres choses. Donc c'est un peu ça. Mais ce qui me guide, avant tout, c'est sa qualité de vie. Donc c'est est-ce qu'au quotidien, il y a de la douleur? Est-ce qu'au quotidien, il y a du stress? Au sens large, du coup, douleur et comportement. Donc, oui, si de toute façon au quotidien, on n'arrive pas à régler les problématiques comportementales alors qu'il y a tout ce qu'il faut qui est mis en place, bah oui, il faut continuer à chercher. Ouais. C'est important de le souligner. Ouais, parce qu'on n'a pas le luxe aussi des fois dans certaines situations de pouvoir passer à côté. En fait, c'est ça aussi. Des fois qu'il y a à remettre dans la balance. C'est pas on cherche pour trouver, mais on peut aussi se dire qu'on cherche pour exclure. Parce que sinon il faut passer une médication, parce que sinon je sais pas. Enfin, chaque situation est différente, mais on peut chercher aussi pour exclure. Quand on se place du point de vue comportement, j'entends. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, déjà rien qu'à la maison, pour favoriser le confort digestif? Éviter tout stress en rapport avec le moment du repas. Donc, la frustration en lien avec les temps de préparation, avoir des routines prédictibles et fiables au moment par rapport aux heures de repas, par exemple. Alors, on n'est pas à la minute près, mais en tout cas, qui est quand même que le chien puisse se fier à quelque chose, à une routine, quoi, qui soit prédictible et fiable. Et en termes de frustration aussi, c'est faire attention aux enrichissements, qui ne soient pas trop difficiles, que le chien n'ait pas de difficulté à aller chercher la nourriture, qui frustre, qu'il abandonne ou qui s'énerve, ou que voilà, toute frustration en lien avec la nourriture, on va essayer de l'éviter. Je pose la gamelle quand tu es calme, ça c'est parfait pour si le chien a un problème digestif, pour faire flamber la frustration, quoi. Parce que là, on superpose un besoin déjà fondamental de manger, donc déjà rien que ça, même s'il a pas mal au ventre. Et en plus, s'il a mal au ventre, s'il y a des impacts sur cette fausse faim, sur le besoin de se remplir, etc., bah alors là, c'est jackpot. Donc du coup, on va faire attention à ça. Le stress social associé à la gamelle, des chiens qui s'entendent bien mais qui mangent ensemble. Il y a plein de fois où on se dit, bon, ils s'entendent bien, ça va, je peux les faire manger à côté, bon, ils se regardent vaguement, mais bon, déjà, à partir de quel moment on considère qu'il y a un stress? Est-ce que déjà un regard, une surveillance ou un petit coup d'œil n'est pas suffisant pour exprimer un stress? Il y a ça. Et surtout, bah, pareil, c'est une prise de risque parce que si un jour il y a un peu plus de douleur qu'un autre et qu'on n'a pas encore repéré qu'il y avait une problématique digestive, bah, ça va péter. Et ça, c'est quand même dommage de courir ce risque. Et d'amplifier aussi. Il y a certains chiens qui ont mal au ventre, qui ne mangent pas leur gamelle, qui vont protéger la nourriture parce qu'ils ne peuvent pas manger leur gamelle parce qu'ils ont des douleurs à l'ingestion, mais pour autant ils ont quand même faim. Donc il peut y avoir ça. Et il y en a certains qui sont dans ces situations-là qui vont manger uniquement quand il y a un congénère. Ça, c'est des choses que j'ai souvent en bilan, c'est il a du mal à manger, il mange un peu tout doucement. Ah bah par contre, quand il y a un congénère, il avale sa gamelle en 2 secondes. Donc là, si on se met du point de vue chien, s'il y a un problème digestif, ben, on sait que le contre-coup derrière, il doit pas être très sympa d'avoir un gros bol alimentaire d'un coup, parce que s'il ne le mange pas d'habitude, c'est que ça passe pas trop d'habitude. Donc là, c'est juste le stress qui le fait manger. Donc ça, voilà, c'est pareil. On l'écarte, on les laisse manger dans un endroit tranquille, calme, personne ne les embête, ni les humains, ni les autres chiens, ni les chats. Les chats aussi, sur les foyers chiens-chats, on retrouve souvent ça. Il peut y avoir un peu de protection, de stress en lien, parce que les chats, il y en a des chats, ils tiennent, voilà, ils sont un peu, ils viennent voir, quoi. Donc c'est pas toujours sans conséquences, ou en tout cas ça peut être risqué. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vérifier que notre chien n'a pas faim. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais ça arrive souvent.
Ça arrive hyper souvent. souvent. Et ça, après, on se retrouve avec des boucles comportementales, avec un peu de l'agression, etc., de la sollicitation de l'humain, et qui est renforcée aussi derrière. Là, on est en comportement pur. Et c'est quand même... alors qu'en fait, la base est que le chien a eu faim à un moment ou pendant longtemps. Et du coup, ça, c'est aussi des choses qu'il faut venir retravailler derrière. Et ça peut complètement désorganiser le système digestif, une faim prolongée. Donc, ouais. Donc, vérifier que notre chien mange à sa faim. Trop cool. Merci pour tous ces éclairages, tous ces conseils. C'est vraiment hyper précieux. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire cet épisode. Est-ce qu'il y a des sujets dans ce sujet-là, justement, que tu aurais aimé aborder, sur lesquels je t'ai pas amené? Non, là, je pense qu'on a fait quand même une bonne boucle. On n'a pas trop parlé des... C'est vrai qu'il y a un truc qui peut revenir, et ça, c'est assez intéressant quand même, mais je pense qu'on va... Juste, on rentre un peu plus en profondeur par rapport à ce qu'on a pu dire avant, mais il y a tout ce qui est les comportements un peu compulsifs qui peuvent être en lien aussi avec du digestif de manière générale. On en a parlé du côté répétitif et exagéré, mais ça peut aller jusqu'au comportement compulsif aussi, parce que le chien, il cherche à régler une problématique qu'il n'arrive pas à régler autrement. Et ça, sur les douleurs digestives... clairement, on peut le retrouver. Et il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai, j'ai oublié tout à l'heure, c'est que on a aussi beaucoup de douleurs projetées et de signaux, des fois, qui peuvent être non spécifiques entre ostéo-articulaire et digestif, dans le sens où le système digestif, quand il y a une douleur quelque part, va faire que en fait, le chien va adapter sa posture pour diminuer les douleurs abdominales. Donc il va camper. Ses pattes arrière vont être plus vers l'arrière. Il va être un peu campé comme ça. On a aussi souvent le dos qui s'arrondit avec les hanches qui viennent se vousser, le dos voussé et les hanches qui viennent se pivoter. Et donc, du coup, tout ça, en fait, à terme, il y a plein de liens entre ostéo-articulaire et digestif. Et ça, c'est un truc... En fait, c'est pas parce qu'il y a un problème digestif que c'est ça la racine du problème. C'est que toute douleur chronique peut aussi créer des problèmes, augmenter des problèmes digestifs parce que c'est un stress chronique. Et pareil, on ne saura jamais de qui de le fout de la poule. Et puis il y a aussi le côté inflammatoire dans le digestif, dans l'arthrose. Tout ça, ça peut être hyper lié. Et on a beaucoup de chiens qui souffrent en fait des deux, l'un ayant entraîné l'autre ou que ça se nourrit ou voilà. Et du coup, on a plein de signes non spécifiques. Et notamment, je pense à ça parce que déjà, je le vois beaucoup dans mes accompagnements et que ça peut demander du temps pour détricoter les choses. Mais on ne peut pas faire autrement, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être frustré pour se pencher sur la question. Épuisé plutôt que frustré d'ailleurs. Clairement. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, moi, dans mes suivis. Le lien entre, tu vois, par exemple, les cas les plus que j'ai, c'est les problèmes liés à la solitude et des douleurs digestives et des douleurs au dos, par exemple, tu vois. Il y aura un épisode là-dessus, d'ailleurs, parce qu'on a enregistré un épisode témoignage avec son humaine. Mais voilà, mais c'est un cas typique qui, je trouve, voilà, j'ai déjà vu chez d'autres cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire forcément le lien si jamais c'est le cas chez vous, mais en tout cas, ça creuse la question, en fait. On part d'une problématique A qui nous amène vers A, vers B ou C. Et ouais, c'est encore une fois d'où l'importance de céder d'un professionnel qui vous aide à regarder la situation au global, parce que on est vite noyé dans la quantité d'informations en fait que les chiens nous envoient tout au long de la journée, quoi. Oui, en tant que gardien aussi, on a moins de facilité à dézoomer parce qu'on a le nez dans le guidon, quoi. Enfin, surtout sur des chiens où il y a des problèmes de santé chronique. Souvent, on est sur de la gestion au quotidien. Et moi, j'ai beaucoup de suivis comme ça où les gens, ils sont en mode pompier, quoi. Ils éteignent le feu depuis des mois, voire des années, des fois. Ils se retrouvent dans des boucles temporelles où il faut maintenir une routine pour que tout se passe à peu près bien. Et en fait, parce que derrière, le chien cherche à compenser quelque chose. En fait, et oui. Et sur les problèmes liés à la séparation, il y a beaucoup, en effet, de comorbidité sur la santé, énormément. En tout cas, les problèmes liés à la séparation qui ne se règlent pas un programme d'apprentissage ou de désensibilisation, c'est qu'il y a un petit quelque chose quelque part. Quand il n'y a pas de stabilité dans les apprentissages, ouais. Oui, globalement, je pense que pour tout, on peut faire le lien avec la réactivité aussi, le stress. Quand ça ne progresse pas comme ça devrait progresser, en tout cas, c'est généralement il y a autre chose derrière.
Et puis il y a des trucs simples, genre le chien qui a faim, quand on a faim, on peut avoir froid, parce qu'il y a un rapport avec la production de chaleur du corps, sur le digestif, sur la thermogénèse, et du coup ça c'est quelque chose, un chien qui a froid, c'est un chien qui peut aussi apprécier être contre son humain, et du coup pouvoir dormir plus facilement quand il est contre son humain, et la solitude ça ne permet pas ça. Donc du coup on a une stratégie de gestion qui s'en va par la porte d'entrée, et c'est pas du tout facile à accepter quoi pour le chien. Donc des fois il y a des choses peut-être plus simples que ce qu'on pense des fois aussi. Mais il faut aller creuser comme tu dis et remonter un peu le fil quoi. C'est clair. Merci pour cet exemple très parlant. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur ce sujet? Alors je sais qu'il y a eu plusieurs épisodes de La Truffe dans la Gamelle qui sont vachement bien. Je crois qu'il y en a un avec Vétologie justement qui permet de croiser comportement alimentaire et nutrition. Donc ça c'est hyper intéressant. Et il y en a un sur le microbiote avec le docteur Juan Hernandez. C'est une référence française et européenne d'ailleurs aussi sur le sujet du microbiote, notamment de la transplantation fécale. Donc il parle un peu de tout ça, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a aussi pas mal de ressources chez Purina, mais je ne sais plus si elles sont en français ou en anglais. Et après, il y a plusieurs comptes Instagram qui sont intéressants à suivre. Il y a Dr Vet Nutri, Dr Perrache qui vulgarise pas mal de choses qui sont intéressantes. Chien-chat. Et après, je crois que le compte de la cantine d'Owen est assez actif en ce moment avec pas mal de publications assez chouettes aussi. Voilà, en français. Et en anglais, il y a le Dr Amber Bateson qui est très, très, très... qui en ce moment parle beaucoup de microbiote, de rapport entre digestif et comportement. Beaucoup. Ok, trop bien. Voilà. Très bien, je mettrai tout ça en description de l'épisode, alors trop cool. Trop bien, merci beaucoup Anaïs pour ce super chouette épisode. On est rentré un peu fort dans le vif d'un sujet là pour une fois, mais c'était hyper intéressant et j'espère que pas mal d'auditeurs pourront, ça mettra la puce à l'oreille, ou en tout cas ça sensibilisera sur cette question là qui n'est pas si rare que ça malheureusement, donc c'est important d'en parler je crois. Est-ce que tu as envie de passer le micro à quelqu'un pour un prochain épisode? Quelqu'un en particulier, pas forcément, mais je dirais que je trouverais ça trop bien d'avoir des épisodes avec plusieurs corps de métier, tu vois, autour de certains sujets ou accompagnements ou cas pratiques ou je ne sais pas, mais qui puissent réunir des vétos comportementalistes, des nutritionnistes, des éducateurs, tout ça quoi. Enfin, ça serait vraiment... Table ronde. Des tables rondes, ça serait vraiment très chouette. Je trouve que ça commence à venir là, on voit qu'il y a des choses qui se passent, mais si je devais choisir, je te dirais ça. Ok, ça marche. Écoute, c'est noté, c'est des épisodes pas faciles à produire, mais en tout cas, c'est une idée. Trop bien. Merci beaucoup pour cette suggestion, je vais y réfléchir. Trop cool. Pour petit rappel, du coup, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail? Eh bien, je suis plus ou moins active sur Instagram, ça dépend des périodes, mais oui, sur Instagram il y a pas mal de choses disponibles en ressources et j'y partage aussi des posts qui me semblent intéressants et des réflexions. Il y a mon site internet où je suis en train de transformer pas mal de choses en articles de blog aussi, donc ça peut être aussi intéressant pour échanger des infos ou des réflexions, et voilà, principalement c'est ça. Trop bien. Donc anaïsallard.com, c'est ça ton site internet? Oui, anaïsallard.com, c'est ça. Je suis une très mauvaise vendeuse, je donne même pas le nom du site, ça va pas du tout. non, t'inquiète. Je mettrai tous les liens en description de toute façon, donc vous pourrez tout retrouver sous l'épisode. Trop bien. Et merci beaucoup Anaïs pour ce riche épisode. Merci à toi. Et puis à une prochaine, parce que qui dit 2 dit jamais 203. Oui. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce moment avec Anaïs et moi. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a fait réfléchir, vous a donné envie de partager un beau moment avec votre chien. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @anaïs.allard.comportement et @lanicheaventure. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire découvrir à d'autres personnes. Et si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser dans votre relation, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien.
Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et chaque mois 2 heures de coaching collectif pour répondre à vos questions, vous inspirer, échanger et trouver du soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.